soit qui travaillent, mais souvent de manière précaire, pour s'insérer à la fois d'un point de vue social et professionnel. Et ça fait aussi 18 ans qu'on a mis en place des ateliers numériques, parce qu'on a compris il y a fort longtemps que ça serait quand même un outil assez indispensable. Et d'année en année, notre offre de services, entre guillemets, c'est beaucoup allongée en matière de numérique. Voilà, donc ça c'est pour me présenter moi personnellement, mais je ne suis pas toute seule dans l'aventure. Hop, pardon, donc je vais devoir faire circuler. Hop. Alors ça, pourquoi ça marche pas? Allez. Ça veut pas... Non. Ah. Ça veut pas descendre. Bon, bah ça va descendre comme ça, alors voilà. Donc je vais vous... Hop là, voilà. Je vous explique un petit peu qui on est. Voilà. Avec d'autres structures qui font également de la médiation numérique, en l'occurrence combustible, qui est aussi sur le territoire de la métropole, mais pas seulement. La Maison des Jeunes et de la Culture de Lézignan-Corbière dans l'Aude, la Fédération des centres sociaux de Midi-Pyrénées, donc qui intervient sur tout l'ex-territoire Midi-Pyrénées, et la Fédération des femmes pour l'Europe. Nous avons fondé, en 2019, une association qui s'appelle Colline, le collectif Inclusion Numérique. Et cette association s'est jointe à la mêlée pour créer le hub dont vous avez entendu parler, le hub RINOC. Voilà, et donc ce hub a été retenu par la Banque des Territoires en 2019 pour pouvoir se développer et créer vraiment du partenariat sur le territoire, sur 4 départements du territoire de l'Occitanie. Hein, il fallait bien démarrer par quelque chose. Donc la Haute-Garonne, l'Aude, les Hautes-Pyrénées, le Gers. Disons qu'on a choisi ces territoires parce qu'on c'était là qu'on connaissait vraiment des partenaires actifs. Voilà. Donc depuis le début, l'idée derrière tout ça, c'est le partenariat, c'est travailler ensemble parce qu'on est tous complémentaires et qu'on a envie d'aller dans le sens d'une utilité collective. Voilà un peu l'histoire du début. Alors, l'identité de Colline, c'est de s'appuyer sur des structures qui font de la médiation numérique. Alors, juste 2 secondes de définition. La médiation numérique, ça n'est pas que former au numérique. Ce n'est pas que apprendre à des gens à s'en servir. C'est aussi accompagner dans un certain nombre de démarches qui sont désormais dématérialisées et qui posent problème. Donc, dans mon association, la médiation numérique, elle a plusieurs traductions. Hein, ça va être d'aider les gens à apprendre à maîtriser un email, à utiliser comme il faut un email, à connaître, savoir comment protéger ses mots de passe, savoir être prudent du point de vue de ses données personnelles, savoir également petit à petit apprivoiser les espaces personnels sur tous les sites publics, grand public, qui sont utiles dans la vie quotidienne. Alors, Pôle emploi, la CAF, la CPAM, les impôts, etc., etc., la préfecture, j'en passe des meilleurs. Donc, c'est du numérique qui a un impact très, très concret. Hein. Ce n'est pas juste apprendre à utiliser, je sais pas moi, un logiciel pour apprendre à utiliser un logiciel. Hein. C'est vraiment les gens dont je parle là, c'est une question de survie qu'il y a derrière avec cette histoire de médiation numérique. Voilà. Et en fait, chez tous les partenaires, c'est la même chose. Hein. Les publics qu'on rencontre sont des publics fragiles, majoritairement ont des faibles niveaux de formation, majoritairement ont une situation vis-à-vis de l'emploi qui est quand même souvent assez changeante, ont peu de moyens. Donc, quand je dis peu de moyens, je veux parler de peu de moyens financiers. Donc, sont souvent mal équipés. Beaucoup n'ont qu'un smartphone. Et ils n'ont pas forcément un équipement, ordinateur, imprimante, scanner et tout ce qu'il faudrait. Voilà, donc je voulais vous donner un petit peu la couleur de l'identité de cette association Colline.
Donc on a rejoint le hub et on est fort de cette identité. Donc on a dans le hub travaillé plus spécifiquement alors toute la thématique de la cartographie, puisqu'il faut arriver à cartographier tous les partenaires qui sont sur le hub. Donc ça, c'est un travail sur lequel on a beaucoup travaillé, enfin on s'est beaucoup penché, cartographier les partenaires et les cartographier d'une manière qualifiée, c'est-à-dire pas juste des points sur une carte. C'est vraiment rencontrer ses partenaires, savoir exactement ce qu'ils font et pour le grand public donner des informations détaillées et précises. On a aussi beaucoup travaillé sur la formation des acteurs parce que on s'est rendu compte que dans nos propres structures, il avait fallu beaucoup de temps pour former les gens qui travaillent avec nous à faire de la médiation numérique qui soit adaptée à ce public-là. Et donc, on a constaté qu'il y a une énorme demande de la part des associations qui font ça, mais aussi des collectivités qui ont du personnel qui travaille au contact de ces publics et qui ne sait pas toujours comment les accompagner sur la médiation numérique. Donc c'est vrai, par exemple, le conseil départemental de la Haute-Garonne nous a demandé d'aider à former les agents d'accueil des maisons des solidarités, puisqu'elles sont amenées à recevoir ces publics et qu'elles sont amenées à faire donc de la médiation numérique. Donc beaucoup de formation, la cartographie, et puis c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le travail en réseau. Parce que nous, depuis le début, on est sûr qu'à plusieurs, on est plus fort que tout seul, évidemment. Et donc, on a pu modéliser, essayer de trouver comment on fait pour travailler en réseau. Voilà, c'est ça que je vais vous expliquer à présent. Alors, l'intérêt du réseau. Hop. Voilà. On voit bien que quand on est tout seul dans son coin, on a parfois du mal à capter du public. C'est paradoxal, mais il y a des structures qui font de la médiation numérique et qui ont du mal à remplir leur salle. Et c'est dommage, parce que les besoins sont énormes. Donc c'est bien qu'il y a un truc qui manque dans la chaîne entre les personnes et les structures. On voit également que souvent ces professionnels, ils se retrouvent bien seuls à se poser des questions. Souvent des questions alors d'ordre très pratique, mais aussi des questions d'ordre éthique, à savoir, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Par exemple, est-ce que j'ai le droit de demander à une personne ses codes de connexion à l'espace personnel Pôle emploi? Je sais que ça va l'aider si je le fais, mais est-ce que j'ai le droit éthiquement de lui demander? Et souvent, encore une fois, ces professionnels se retrouvent seuls face à ces questions-là. Donc, il est question de partager des connaissances, des pratiques professionnelles. C'est aussi une question d'articuler parce qu'en fait, on fait de la médiation numérique, mais on ne fait pas tous la même chose. Il y a des structures, qu'est-ce que je peux vous donner comme ça? Une médiathèque, elle a des postes en accès libre. Elle peut avoir un intervenant qui est là quelques heures par semaine, mais essentiellement, on est sur de l'accès libre. Bien. Elle sait très bien que ça ne répond pas à tout. Donc c'est important qu'elle sache que pas trop loin dans son territoire, il y a quelqu'un qui forme au numérique. Et là, elle sait qu'elle va pouvoir orienter la personne pour se former. Et après, cette personne qui sera devenue plus autonome pourra revenir sur les postes en accès libre. Donc il faut avoir cette connaissance des champs d'intervention. Et je dirais même que ça va même plus loin que ça, parce que des fois, ces champs d'intervention dépassent largement la question du numérique. Moi, il y a un exemple qui me parle beaucoup. Quand j'ai imaginons, une personne travaille justement à la médiathèque. Et quelqu'un vient la voir en lui disant il faudrait que je me connecte sur le site de la CAF parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je télécharge un document. Mais j'ai jamais eu d'espace personnel. Mais par contre, j'ai trouvé sur un courrier des codes. Alors, est-ce que vous pouvez m'aider? Ok. Cette personne va l'aider à créer son espace personnel. Mais après, cette personne n'a pas les connaissances sur l'accès aux droits. C'est-à-dire que, par exemple, cette personne qui travaille à la médiathèque, elle n'est pas forcément obligée de savoir que la prime d'activité, ça existe. Donc, elle ne va pas pouvoir donner d'informations sur l'accès aux droits à cette personne, alors que ça pourrait être très, très utile. Donc, si elle sait qu'il y a sur le territoire d'autres personnes qui peuvent informer les gens sur leur accès aux droits, là aussi, ça se complète. Ça se complète, voilà.
Et de la même manière, la personne qui, elle, a la connaissance de l'accès au droit, si elle sait qu'il y a une médiathèque avec des postes en accès libre, eh bien, elle pourra orienter du public parce qu'elle n'a pas le droit de recevoir en accès libre parce que dans son espace, il n'y a pas d'accès libre. C'est ça l'importance du partenariat sur un territoire. Et puis aussi, quand on se réunit tous, ça permet de voir où il y a des trous, où est-ce qu'il y a des manques. Sur un territoire, il y a forcément des... C'est un gruyère, un territoire. Hein, voilà. Et donc, il faut aller chercher là où il y a des manques et donc monter des projets. C'est ça un petit peu l'intérêt du réseau. Et évidemment, c'est se sentir moins seul. Parce que c'est important face à un enjeu comme celui-là, qui est quand même colossal. Et on l'a vu avec le confinement. Moi, je peux vous dire, j'ai eu un confinement extrêmement actif, hein, parce que y a plein de gens qui ont téléphoné à l'association. J'ai eu la bonne idée de mettre le standard de l'association sur mon téléphone portable. Donc, ça a sonné pendant 2 mois. Et j'ai fait de la médiation numérique à distance. Et j'ai mesuré, encore plus que je ne le savais déjà, combien il y a des gens qui étaient vraiment totalement démunis et qui... Alors bon, en plus, c'était aggravé par le fait que quand les gens avaient des enfants, ils avaient non seulement l'inquiétude de leur propre situation, mais aussi des enfants qui ne pourraient pas suivre les devoirs, etc. Bref, tout le monde le sait, mais voilà, il faut le redire. Hein, ça a été de la souffrance à plusieurs étages, on va dire. Voilà, donc oui, il y a eu des moments où je me suis sentie bien seule. Et c'est pour ça que j'étais contente de savoir qu'il y avait quand même du partenariat et que j'ai pu travailler avec d'autres structures pour qu'on s'entraide les uns les autres. Alors, je vais vous donner un exemple en fait, que j'ai vécu de construction d'un réseau. C'est donc un retour d'expérience. Alors, en fait, moi, donc, je travaille sur le territoire du 31 400 et je savais qu'il y avait des structures. Alors, comme ça, je le savais parce que je les rencontre hein, de temps en temps dans des réunions diverses et variées. Donc, des structures qui faisaient de la médiation numérique. Ou quelque chose qui avait un rapport avec la médiation numérique. Des fois, c'était un peu flou. Et donc, j'ai commencé avec une stagiaire en Master 2 qui est une ancienne assistante sociale et qui a beaucoup travaillé sur la question de l'injonction numérique aux personnes précaires. Et on a travaillé, elle est allée rencontrer en fait ces acteurs de terrain, les uns après les autres. Elle en a rencontré une quarantaine et elle les a tous interviewés pour savoir qu'est-ce qu'ils faisaient, pour quel public, à quel moment, à quel endroit, quelles étaient leurs difficultés, de quoi ils avaient besoin, etc. On avait fait aussi une enquête auprès du public dans l'association sur à peu près un échantillon de 200 personnes pour savoir quelles étaient leurs pratiques dans le numérique, quels étaient leurs équipements, qu'est-ce qui leur manquait, de quoi ils auraient besoin, etc. Fort de tout ça, elle a réalisé un diagnostic qui est super bien. Et je pense franchement que ces conclusions, elles ne sont pas valables que pour le 31 400 à Toulouse. Hein. Elles sont valables pour à peu près partout. Et de là, ce qui est ressorti chez les professionnels, c'était on veut du réseau. Parce que là, on est tout seul et qu'on ne sait pas si on fait bien. Et qu'on a l'impression, des fois on monte des trucs, ça fait un four. Enfin voilà, c'est dommage. Un sentiment de déperdition d'énergie. Donc on a réuni tous les gens qui avaient été interviewés à la fin du stage de Gladys, puisque je la nomme, Gladys Vallard. Et ils sont tous venus. Et ce qui est vraiment ressorti, il y avait plein de propositions, plein de demandes, plein de préconisations, mais la première, c'était il faut qu'on fasse un vrai réseau. Et donc, on a eu cette première réunion, et depuis, on a une réunion tous les trimestres. Et on se retrouve, et on partage. Et alors, on partage sur plein de choses possibles, mais il faut que ça reste extrêmement concret. Hein. C'est pas juste blablabla. Hein. Il faut que ça soit concret, il faut que ça parte sur des projets, il faut que ça porte sur de la formation, donc on se forme entre nous. Par exemple, avec nous, dans ces partenaires, il y a 2 agences de Pôle emploi, il y a des maisons des solidarités, il y a des médiathèques, il y a des associations, il y a une structure qui intervient à la Maison des jeunes et de la culture du secteur et qui fait de la médiation numérique. Enfin, il y a vraiment plein de partenaires différents. Il y en a qui interviennent sur des jeunes, il y en a qui interviennent sur des demandeurs d'emploi, il y en a qui interviennent sur des personnes âgées. Donc, on est vraiment très, très mélangés. Et ben, d'abord, les réunions, on a changé de lieu à chaque fois
Donc, il y en a une qui a eu lieu dans une agence de Pôle emploi, il y en a une qui a eu lieu à la maison des associations. Voilà, on essaie de tourner comme ça pour aller voir un peu partout. Et puis, à chaque fois, on essaie de faire un temps de formation, un petit temps de formation. Donc, par exemple, Pôle emploi nous a présenté toutes les nouveautés en matière de numérique. Parce que les gens autour de la table, ils ne partent pas de zéro. Hein. On ne va pas leur reapprendre le b.a.-ba du site pôle emploi.fr. Mais disons que l'intérêt, là, c'était, et c'est ce qui était demandé, connaître les dernières nouveautés en matière de numérique sur le site de Pôle emploi. Voilà, c'est un exemple. Là, on ne désespère pas de faire venir un intervenant de la NTS, parce qu'on a plein de problèmes avec la NTS, hein, l'Agence nationale des titres sécurisés. Ben voilà, on se forme, on fait toujours un tour d'actu, bien sûr. On fait venir des intervenants extérieurs, donc on a fait venir à la dernière réunion qui a eu lieu 3 jours avant le confinement, c'est un truc de fou. On a fait venir Envoi qui nous a expliqué comment ils fonctionnaient, comment on pouvait les solliciter, etc. Voilà, donc c'est riche, c'est intéressant, et puis encore une fois on partage. Donc là on en est on a formalisé plein de choses. On a commencé donc avec un répertoire des acteurs. Mais mine de rien, c'est indispensable. Hein, commencer par se dire qui on est, qu'est-ce qu'on fait. De là, on en a fait une cartographie. Ensuite, on est en train d'élaborer une charte justement de nos pratiques éthiques, ce dont je parlais tout à l'heure. Prochainement, on va se former aussi sur toute la partie qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui n'est pas légal à faire dans ces métiers-là. Et voilà, petit à petit, on avance tous ensemble. Et puis surtout, ça a été l'occasion de se voir. Enfin, se voir, oui, parce qu'on n'avait pas de masque le 9 mars, mais de se rencontrer. Donc, c'est chouette aussi de se rencontrer physiquement, de pouvoir échanger, de se dire « Ah, mais t'existes en fait, toi, et c'est bien ce que vous faites, c'est sympa. » Ah ben tiens, et puis en fait, on parle de plein d'autres choses que le numérique, et c'est ça qui est intéressant. Voilà. Ah, il s'est mis en pause. Non. Alors, du coup, le Sicoval nous a sollicité à l'échelle de Colline, et en fait, on a mis un peu les mêmes énergies avec les acteurs du Sicoval, et on est en train de faire... Colline est en train d'impulser, mais après le Sicoval prendra le relais, parce que c'est bien que ça soit fait par des acteurs locaux. Hein. La même démarche, en fait, de partenariat. Et nous, ce qu'on espère, c'est que ça va intéresser d'autres territoires, voilà, parce qu'il faut essayer de reproduire ça. Alors, il ne faut pas que l'échelle soit trop grande, sinon c'est impossible de faire une réunion à 200 personnes, hein, ça n'a pas d'intérêt. Il faut essayer de garder une échelle vraiment d'un territoire et qu'il y ait une cohérence. Voilà. Donc là, ben voilà, au Sicoval aussi, hein, ça va être des rencontres trimestrielles et c'est bien parti. Il y a déjà eu 3 rencontres, c'est ça? Alors, il y a eu 2 rencontres en visio. Ouais. Et là, il y a 4 groupes de travail qui sont issus de la réflexion collective. Un sur la formation, un sur les ressources, un sur la communication et un sur l'interconnaissance et la mise en réseau. Voilà. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que donc, au sein de Colline, on a un peu modélisé ce travail de partenariat. On l'a modélisé dans un outil qui s'appelle le kit d'accompagnement pour les acteurs du social rencontrant du public en difficulté sociale et numérique. Voilà. C'est un kit, c'est des outils. Donc, dans ce kit, alors, il fait 50 pages, hein, donc je vous épargne les 50 pages. Par contre, je vais vous montrer quand même. Voilà, le voilà en question, parce que c'est la première page. Voilà. Donc, bien sûr, on a évidemment mis des prérequis et du vocabulaire. On a une première partie, c'est sur les outils pour se repérer sur son territoire. Donc, en gros, quand il n'existe pas de réseau, parce que des fois, il y a une amorce de réseau qui s'est créée. Hein, donc, il y a différentes... On peut attaquer ce guide à différentes étapes, en fait. Hein. Donc, le premier outil, c'est comment on fait pour s'identifier entre nous, hein, se connaître. La deuxième partie, c'est analyser son territoire. Et la troisième partie, c'est créer la dynamique. Donc là, vraiment, c'est parti, mon kiki. Alors, du coup, je vais juste vous montrer à chaque fois, pour chaque partie, un petit exemple. Les outils pour se repérer sur son secteur. Donc là, on a donc identifier les acteurs, faire remonter les besoins des acteurs et recenser des statistiques et des ressentis. Donc là, voilà. On a, par exemple,
identifier les différentes formes de médiation numérique, parce que, encore une fois, derrière ce mot, il peut y avoir beaucoup de choses. Et donc, on voit que, par exemple, sur l'accès, on peut avoir des ordinateurs en libre service, des lieux où il y a du Wi-Fi gratuit. Il peut y avoir des équipements mobiles, des bus qui se déplacent, notamment dans les territoires ruraux ou en quartier prioritaire. Il peut aussi y avoir des lieux où on répare le matériel informatique. Tout ça, c'est important à chercher pour les faire rentrer dans un réseau. Ensuite, on a des lieux de médiation numérique et ou sociale, parce que des fois, il y a des lieux de médiation qui sont uniquement numériques, il n'est pas question de social. Donc, on peut avoir un ordinateur en libre service avec possibilité d'une aide, mais ce n'est pas obligé, ce n'est pas partout. On peut avoir des entretiens individuels de médiation numérique. Donc là, c'est ce qu'on fait beaucoup à la Maison des Chômeurs, donc aider les gens à faire leurs démarches. Voilà. Après, on peut avoir des lieux de médiation où là, la visée, elle est vraiment sociale. Voilà, ça peut être un entretien simple, un entretien plus approfondi, un entretien de gestion de l'urgence aussi. Quelqu'un arrive avec une urgence, il faut le traiter tout de suite. Voilà, donc tout ça, c'est des services qu'il faut bien identifier. On ne met pas tout dans le même sac, on essaie de bien décortiquer qui fait quoi, mais vraiment de manière qualitative. Après, il y a des lieux qui proposent de la formation. Donc là, voilà, on a les différents types de formation. On peut avoir des ateliers informatiques de base, on va dire, montés en compétences, des ateliers où on est vraiment là sur le professionnalisant, mais on peut aussi avoir des ateliers d'entraide. Donc c'est plus cool, quoi. C'est pas de la formation à fond, hein, c'est plus détendu, on va dire. Autre possibilité, enfin autre type d'intervention, ça peut être sur de la sensibilisation autour du numérique, en général, plus spécifiquement autour des questions liées à être parent d'enfants qui sont toute la journée sur des ordinateurs. Et également sensibilisation autour des médias, l'information sur Internet, fake news, etc. Et puis après, on a bien sûr toute la partie des tiers-lieux, les Fab Labs, ceux qui font du coworking, ceux qui se déplacent, qui font de l'aller vers. Ben voilà. Tout ça, c'est de la médiation numérique. Mais donc, c'est important de bien identifier comment dire, qui sont ces acteurs et ce qu'ils font réellement. Et pas mettre tout le monde dans le même sac, comme ça en vrac. Il faut vraiment avoir cette connaissance fine. C'est une base. Et à partir de là, alors voilà, là on a mis des typologies de structures qu'il ne faut pas hésiter à aller rencontrer. Voilà. Donc là, vous avez toute une liste très complète des endroits qu'il faut essayer de contacter quand on a cette envie de monter un réseau de partenaires. Voilà, c'était juste pour vous montrer, c'est une première petite fiche pratique sur quel type d'acteurs on va pouvoir faire rentrer dans ce réseau. Et c'est vrai que spontanément, quand on pense à la médiation numérique, on va penser à effectivement des endroits, comment dire, très tournés vers cette chose moderne qu'est le numérique. Bon, je sais pas moi, par exemple, un bar numérique ou un Fab Lab, là, voilà, c'est un peu, comment dire, c'est facile parce que c'est leur cœur de métier. C'est vrai qu'on ne va pas forcément penser à une MJC, on ne va pas forcément penser, je sais pas moi, à un bailleur social. Ben, les bailleurs sociaux, ils sont très intéressés par la question du numérique parce qu'il y a énormément de choses maintenant qui se passent entre les locataires et les bailleurs sociaux et qui passent par le numérique. Voilà. Donc, ça, c'est donc tous les acteurs qu'on peut aller solliciter. Voilà. Ça nous paraissait important de faire cette liste, qui est quand même costaud, pour donner des idées en fait, à ceux qui veulent monter un réseau. Alors après, on va avoir la deuxième partie du kit, c'est les outils pour connaître et analyser son territoire. Là aussi, je vais vous montrer une des choses qu'on a. Voilà, là, vous avez le sommaire de ce chapitre-là. Donc là, c'est vraiment connaître en détail quel type de service est proposé chez ces fameux partenaires. Et donc, on voit, on s'est posé ces questions-là. Alors, ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. C'est en quoi le numérique a changé le travail social. Parce que c'est vraiment pas anodin. Ça a impacté pour toujours les métiers du social, le numérique.
parce que des personnes qui, pendant des années, faisaient du travail en tête-à-tête avec une personne avec une feuille de papier et qui remplissaient des dossiers, d'un seul coup, il y a un espèce de tiers acteur et qui est l'ordinateur. Et ça change vraiment les pratiques. Et donc, nous, on s'est beaucoup interrogé sur ces questions. Et c'est aussi pour ça qu'on est allé vers ces acteurs-là du social, pour certains qui sont rétifs, hein, qui ont du mal, hein, mais il va falloir s'y mettre. Donc, autant prendre le taureau par les cornes et se former et essayer de faire ça tous ensemble. Voilà. Donc là, l'exemple que j'ai pris, en fait, sur les postes en libre service, donc quand on veut monter, à l'aide de ce kit magnifique, un réseau d'acteurs, c'est des questions qu'il faut se poser. S'il y a des postes en libre service, qu'est-ce qu'on observe? Et donc voilà, c'est observer les usages en fait de ce qui est fait, sur les postes en libre service. Bien sûr, du coup, se parler aussi des enjeux. Les enjeux qu'il y a sur les postes en libre service. Alors ça, c'est un vrai enjeu, la question de la convivialité du lieu. Nous, à l'association, on a 4 postes en libre service. Ils sont dans la salle d'accueil. Bon, ils sont dans un endroit un petit peu sur le côté pour quand même que les gens soient un peu tranquilles, un peu épargnés du bruit. Et puis bon, quand on consulte l'ordinateur, on n'a pas forcément envie qu'il y ait quelqu'un juste dans votre dos. Mais dans cette salle, il y a une cafetière. Donc ça veut dire que les gens qui viennent le matin, ils peuvent prendre un café. Bon, on leur demande de ne pas faire de l'ordinateur en même temps avec le café, sinon ça finit en catastrophe. Mais voilà, c'est volontairement que ces postes sont installés dans un lieu de convivialité. Et aussi, nous, on a toujours quelqu'un sur place. Comme ça, s'il y a besoin d'aide, cette personne, elle intervient. Alors on se rend compte que souvent, quand les gens viennent nous voir, ils nous disent non mais moi je suis complètement autonome, j'ai besoin de personne. Mais allez-y, c'est gratuit, pas de problème. Et au bout d'un quart d'heure, bon, finalement, je veux bien un petit coup de main. Voilà. Donc c'est important. C'est important de se poser ces questions-là, parce que du coup, il faut comprendre la limite des espaces qui proposent de l'accès libre, mais comme ça, dans un couloir en plein vent, avec personne et rien de sympa, rien de convivial, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est logique. Autre chose qu'on se demande sur cette petite fiche poste en libre service, donc quels sont les éléments d'équipement? Donc est-ce que c'est juste un ordinateur ou alors est-ce qu'il y a une imprimante? Est-ce qu'il y a la possibilité de scanner? Est-ce qu'il peut y avoir même une webcam et un casque audio? Parce que là en ce moment, comment vous dire, avec tout ce qui se passe en virtuel, les formations notamment, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas équipés, donc ils peuvent être intéressés à venir 1 heure se connecter sur un poste pour suivre je sais pas moi, un webinaire, un truc comme ça. Et les questions de sécurité, hein, parce que alors ça aussi, ça s'est beaucoup posé dans nos lieux. Est-ce qu'il faut mettre un contrôle parental sur les postes en libre service? Parce que, ou est-ce qu'il faut limiter certains accès? On sait qu'il y a des endroits, par exemple dans les agences de Pôle emploi, il y a des postes. Bon, on peut dire qu'ils sont en libre service, hein, parce que on peut, enfin en ce moment c'est compliqué, mais normalement on peut rentrer comme on veut dans une agence de Pôle emploi, on n'est pas obligé d'être demandeur d'emploi avec une carte, machin. Mais les postes, ils sont bridés, c'est-à-dire qu'on peut se connecter qu'à quelques sites. On ne peut pas aller sur Facebook ou sur Twitter ou sur d'autres trucs qui n'ont rien à voir avec l'emploi, voilà. C'est vraiment limité. Bon, il y a d'autres lieux, comme mon association, où c'est beaucoup plus ouvert. Il y a un moment, à force d'avoir des... Bon, d'abord, ça a embouteillé un peu le système, donc il a fallu un peu mettre des limites de temps. Mais voilà, on avait des gens qui venaient discuter avec leurs amis. Et alors, à quel moment on met la limite, en fait? Voilà. Donc, c'est aussi des questions qu'il faut regarder. Bien sûr, la question des logiciels. Est-ce que c'est des logiciels libres? Est-ce que c'est pas du libre? Et voilà, tout ça, comment ça fonctionne. Et puis, la question de la confidentialité, donc sur est-ce que c'est dans un endroit un petit peu confidentiel ou pas, voilà. Voilà, donc là aussi, on a mis un petit peu nos analyses par rapport à ces espaces en libre service. Donc c'était pour vous montrer un exemple de cette seconde partie. Et donc sur la troisième partie, là, c'est pour créer une dynamique de réseau
et mutualiser des solutions. Donc là, c'est un peu des étapes en fait, des étapes. Alors nous, les étapes qu'on a repérées, hop, ici, au départ. Donc c'est, on identifie les structures. Ensuite, alors il y a des cartographies qui existent déjà, hein. D'ailleurs, celle du hub va bientôt sortir, donc il y a déjà les partenaires qui sont repérés, mais ils ne sont pas forcément en réseau. Donc on repère les partenaires, on leur propose de faire quelque chose ensemble, et toujours on commence par un truc concret, et donc on s'appuie sur des outils du kit. Ce concret, c'est un diagnostic partagé. On se parle et on se dit, bon voilà, qu'est-ce qu'on a constaté en commun, qu'est-ce qu'on constate chacun de notre côté. Et à ce moment-là, si on est tous d'accord pour aller dans cette démarche-là, la première des choses à faire, c'est on va faire un répertoire. Ça va beaucoup plus loin qu'une carte, un répertoire. C'est sur un territoire, et là je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc on va beaucoup plus loin dans l'information les uns sur les autres. Et enfin, on organise du coup des réunions régulières. Voilà, nous, c'est les 4 étapes qu'on a pu repérer pour initier un réseau. Non, pardon, j'ai oublié le 5e. L'outil de parcours d'usagers et d'usagères, ça veut dire quoi? On a fabriqué des espèces de petits scénarios pour se dire, voilà, si j'ai une personne qui arrive dans telle situation, qu'est-ce que je vais lui proposer comme chemin pour avoir les réponses à sa situation? Sachant que le chemin, ça ne va pas toujours se faire chez une même structure. Elle peut aller dans plusieurs structures pour avoir des réponses différentes. Donc, je ne sais pas, on a fait comme ça 5 ou 6 scénarios pour amener les partenaires autour de la table à se dire, tiens, ben alors moi, si j'ai tel cas qui arrive, où est-ce que je vais envoyer cette personne? Est-ce que je vais faire une partie du travail? Est-ce que je vais l'envoyer chez tel partenaire, pour qu'elle trouve les réponses à ces questions? Voilà. Et donc, on retrouve les outils. Alors bon, ça, c'est un exemple de carto. Des cartographies, vous en avez toujours vu, hein, évidemment. Et donc, le fameux répertoire, on a même fait dans le kit un guide de remplissage du répertoire pour expliquer voilà, ce qu'on a mis, nous, comme item dans notre répertoire. Donc, il y a bien sûr le nom de la structure et ses coordonnées. Quels sont les services de médiation numérique? Donc, spécifiquement, qu'est-ce qu'elle fait, la structure en numérique. Ensuite, ses domaines d'intervention. Donc, est-ce qu'elle intervient plutôt en emploi, logement, famille, etc., etc. Il peut y avoir plein d'items comme ça. Ses limites aussi. C'est important de dire les limites pour pas mal orienter les gens. Les conditions d'accès, le public reçu, et puis les horaires. Voilà. Donc ça, c'est un répertoire. Et donc, sur le 31400, dont je vous parle depuis tout à l'heure, notre répertoire, c'est ces thématiques-là qu'on retrouve dedans, c'est ces items-là. Voilà. Et donc, dans les annexes, voilà, on a mis des exemples de cartographie. Identifier les publics, là, c'est un questionnaire qu'on a soumis à nos adhérents. Donc, quelles questions on pose, en fait, à des personnes pour connaître leurs difficultés, leurs besoins, leur matériel, etc. On a mis aussi le questionnaire pour des partenaires professionnels. Donc ça, pareil, on peut s'en servir. Et puis donc une bibliographie exploratoire. Voilà. Donc c'est le kit, 46 pages. On a sué beaucoup pour pouvoir faire ce kit. C'était un outil qui nous tenait à cœur parce que ça nous paraissait important de rendre compte de notre expérience, mais surtout d'en faire un outil pratique, utilisable par d'autres, pour pouvoir essaimer, parce que c'est ça qui est intéressant en fait. C'est de donner l'exemple et donner l'envie à d'autres de faire pareil sur leur territoire. Voilà. Ben, j'ai fini, je pense. Oui, j'ai fini. Hein. Oui, j'ai fini. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions, des envies par rapport à ce que je viens de dire? Est-ce que vous-même, vous avez construit des partenariats? Est-ce que vous avez besoin d'aide pour aller plus loin? Sachant que le kit en question, il va être aussi mis en ligne prochainement, mais on peut vous l'envoyer directement si vous nous le demandez, gentiment par mail. Voilà, on en est là maintenant, il est quasiment terminé, donc voilà. Manque 2-3 petits logos, mais voilà, on va y être.
Oui. Philippe Baudouin, autodidacte à Montpellier. Première question sur l'échelle, en fait. C'est un point là, sur lequel vous avez un peu insisté sans donner plus de détails, mais qui me semble assez intéressant. Pardon, Marie, est-ce que tu peux passer? Oui, pardon. Oui, parce que c'est pour le live. Gardez bien le masque. Oui, il faut que je garde le masque, oui. Voilà, donc Philippe Baudouin, une question sur l'échelle pertinente, enfin sur le retour de votre expérience du réseau. Parce que c'est vrai qu'un réseau, ça va demander derrière une dynamique dans le temps, et donc de l'énergie. Et donc c'est assez intéressant d'avoir ce retour-là. Alors, moi, comme ça, spontanément, je dirais, ça dépend un peu du territoire dans lequel on le vit. Sur un territoire urbain comme Toulouse, il y a tellement d'acteurs. Si on ne veut pas faire une réunion à plein, on ne peut pas faire une réunion métropole, par exemple. Ça n'aurait aucune pertinence. On ne peut même pas faire une réunion Toulouse, parce que déjà sur Toulouse, il y aurait trop d'acteurs. C'est pour ça que nous, ce qui nous a semblé pertinent ici, c'était le territoire du 31 400. Alors le 31 400, c'est un morceau de Toulouse, c'est un canton en fait. C'est un morceau de Toulouse plus des communes, des petites communes autour. Voilà. Mais ceci dit, comme il existe un autre réseau qui travaille sur le 31 100, parce que comme souvent, c'est les QPV, hein, c'est les quartiers prioritaires de la ville, les assos des quartiers prioritaires de la ville qui sont porteurs d'envie de travailler ensemble. Donc c'est les quartiers prioritaires qui ont lancé l'idée. Je sais qu'il commence à y avoir une autre envie en 31 200. Voilà. Donc c'est pour vous donner l'idée de ce que c'est l'échelle d'un canton. En territoire rural, il n'y a quand même pas foultitude d'acteurs, donc ça va être difficile de fonctionner avec la même échelle. La MJC de Lézignan, ils sont en train de travailler. Alors, l'Aude, c'est un territoire particulier parce qu'on va dire qu'il y a Narbonne, hein, avec plein de trucs dessus. Puis après, il y a le reste de l'Aude. Voilà, donc la MJC, elle va beaucoup travailler avec les acteurs du reste de l'Aude. Le truc, c'est... Eh bien oui, c'est chaque territoire qui sait où est le niveau de pertinence. Le Sicoval, c'est pareil. Le Sicoval, c'est lié à... Alors, c'est des communes à côté de Toulouse. C'est lié à une histoire commune. Et puis, il y a quand même une histoire de travail ensemble, en coopération. Donc, il y a aussi un enjeu politique qui va avec. Hein, c'est normal. Hein. Donc, voilà... chaque territoire, il sait très bien... Enfin, chaque acteur sur un territoire, je pense qu'il sait grosso modo quel est son berceau, je ne sais pas comment le dire, enfin son périmètre, c'est ça, son périmètre. Donc il n'y a pas de vérité absolue. Voilà, il faut un peu y réfléchir ensemble. En tout cas, ce qui est sûr, c'est pas trop de gens dans les réunions. Nous, déjà, on se retrouve, on est je sais pas, là, en vitesse de croisière, on doit être 20-25. Déjà, il faut trouver une salle avec cette jauge-là. Hein, voilà. Et puis, il faut vraiment que les gens soient du coup bien attentifs. Un tour de table, par exemple, à 25, c'est long. Hein, donc, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup plus que ça. Et puis surtout, il ne faut pas que les gens ils se disent « Oh là là, il faut que je fasse 50 bandes pour aller à ma réunion. » Voilà, non, ça serait dommage. Vous avez d'autres questions? Alors, est-ce qu'on met en ligne les bonnes pratiques? Alors, en fait, alors le kit dont je viens de parler, là, voilà. Donc lui, il va être... Oui, alors la question c'était est-ce que les bonnes pratiques sont mises en ligne? Donc le kit, lui, il va être mis en ligne, effectivement. Alors les bonnes pratiques de notre réseau, non. On les a pas... comment dire moi, j'ai gardé... C'est moi qui l'anime, le réseau 31 400. Donc moi, j'ai gardé des traces de toute notre histoire commune, des comptes rendus de nos réunions, etc. J'en rends compte à la préfecture qui suit cette affaire de près. Mais non, j'en ai pas fait, je les ai pas mises en ligne. Ça n'avait pas forcément vocation à être mis en ligne. C'est un peu notre histoire à nous. Par contre, on a tenu à en faire une modélisation. C'est pour ça qu'on a fait ce kit. Voilà.
Ouais, sur le bon niveau de coordination, je crois que c'est important en effet que ça se passe à l'échelle des territoires et des intercos quand l'échelle est suffisante au niveau d'une interco, parce qu'il y a aussi le portage politique qui peut se faire, parce qu'on a déjà l'habitude de travailler avec les acteurs sur d'autres sujets et que là c'est un sujet complémentaire, donc il y a déjà des réseaux qui sont préexistants. Et également dire combien les hubs sont importants pour s'appuyer sur l'expertise, la modélisation, la méthodo. Et merci de nous accompagner justement dans cette mise en œuvre. Mais nous, collectivités, au-delà de cette phase, cette première phase, il va falloir qu'on trouve les moyens. Donc là, on va essayer de s'appuyer sur le plan de relance, sur les moyens pour accompagner dans la durée ces réseaux, soit sous forme de prestat, soit sous forme de régie. Mais ça n'a pas d'intérêt de le faire pendant 3-4 réunions. Et puis maintenant, débrouillez-vous. C'est une montée en compétences permanente, c'est une animation de réseau permanente, et c'est trouver collectivement, ensemble, les moyens aussi de faire perdurer ces réseaux. Toi, j'imagine que c'est dans le cadre notamment de RINOC ou d'autres que tu interviens, mais animer des réunions, produire des outils, il faut des moyens financiers aussi. Voilà, d'où l'intérêt d'avoir aussi une assise territoriale politique pour pouvoir mobiliser ces financements. Alors là-dessus, moi je dirais que pour le 31 400, en fait, c'est parti un peu d'un hasard. C'est parti de Gladys qui est arrivée, qui a proposé un stage. Moi, j'ai trouvé ça super. Moi, le numérique, ça tourne un petit peu à l'obsession en ce moment. Donc, du coup, j'ai dit, bon, allez, on va creuser le sujet. Et puis, ces rencontres avec ses partenaires qui ont tous dit, on est tout seul, chacun dans notre coin, il faut qu'on se parle et tout ça. Au début, moi, j'ai fait tout ça totalement bénévolement. En tant qu'acteur associatif, je ne me suis pas posé la question sans plombe. Mais, à un moment, effectivement, le temps, l'énergie passée. Donc, je suis allée voir la préfecture en disant, bon, vous trouvez que c'est intéressant, très bien, donc est-ce que vous pourriez nous aider un petit peu, voilà, qu'ils nous aident un petit peu. Voilà. Et on continue. Mais c'est clair que la demande des acteurs, c'est souvent des questions matérielles, financières, de formation, etc. Donc, on se passe entre nous aussi les infos sur, il y a tel appel à projet, il y a telle fondation. Voilà. Comment on fait pour chercher des moyens. Mais dans notre réseau à nous, il n'y a pas de portage politique. Enfin, pas comme on l'entend dans le SICOVAL. Voilà. Mais après, chacun fait comme il veut, comme il peut. Moi, c'est vrai que ce serait bien. J'aimerais bien avoir des élus qui me disent « Ouais, c'est super ce que vous faites, allez-y, machin ». Ils me le disent pour d'autres choses, c'est pas grave. Mais voilà. Une autre question, c'est est-ce que vous y voyez plus clair sur le faire à la place d'eux ? Est-ce que là aussi, il y a des cas qui sont documentés sur, vous preniez l'exemple de est-ce que je peux demander le code d'accès à une personne pour aller sur son code CAF ou aller sur son code Pôle emploi. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est des choses qui sont posées ou vous êtes encore dans un espèce de flou où en fait, vous vous adaptez à la personne que vous avez en face ? Alors, clairement, on est dans un flou total. Ça, je vous le dis tout de suite. Personne n'a, pour l'instant, écrit la règle absolue. Voilà. Il y a des tentatives. Alors, oui, bien sûr, bien sûr. Il y a la CNIL, il y a le RGPD, etc. Bon. Mais concrètement, ce n'est pas toujours très simple d'avoir la déclinaison très concrète des règles émises par la CNIL. Bon. Enfin, moi, je trouve. Donc, chacun tâtonne. Alors après, il y a des organismes qui se sont essayés à ça. Donc, par exemple, le conseil départemental de la Haute-Garonne, ils ont émis des règles pour les maisons des solidarités, en leur disant, voilà, vous avez le droit de faire ça, mais pas ça. Mais en fait, il y a plein de cas qui ont été oubliés. Et puis surtout, quand vous discutez un petit peu avec les agents eux-mêmes, ils vous font bien comprendre que les règles, à un moment, ils sont obligés de s'asseoir dessus, parce que sinon, ils ne peuvent plus travailler. Donc c'est ça qui est délicat. C'est ça qui est super difficile. Nous, ce qu'on s'est donné comme règle... Alors, pardon. Les associations, chacune c'est des petites structures, on est indépendants les uns des autres. Alors, je ne sais pas, on fait ce qu'on veut, mais enfin, bon, un peu dans notre pratique au quotidien, il n'y a personne qui nous donne d'ordre vu d'au-dessus, si vous voulez. Donc, c'est vrai qu'on a une certaine souplesse, ce qui fait que les structures plus importantes qui, elles, ont des consignes très clac, 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 elles nous envoient les gens. Elles disent aux gens, bon, allez à la maison des chômeurs, eux, ils pourront vous le faire. Voilà, bon. Alors, ce qu'on s'est donné, nous, comme règle, dans mon association, c'est d'abord, on écrit
aucun code. On ne stocke pas les codes. Genre une liste avec Madame Michu, c'est son code ça c'est son numéro de sécurité sociale, c'est son machin. Les gens, il faut qu'ils soient avec nous. On leur demande s'ils sont d'accord. On a quand même écrit une fiche pour demander leur autorisation, qu'ils signent. Ça, on le garde, voilà, parce qu'il faut quand même se protéger un peu. Et donc après, s'ils ont besoin qu'on les aide à faire une démarche, d'abord, nous, on a des écrans qui pivotent. Donc tout ce qu'on fait, on leur montre pendant qu'on le fait. Le but, c'est pas juste de dire vous avez vu ce que je fais, donc vous validez ce que je fais. C'est aussi qu'ils voient comment on fait pour qu'ils essayent d'apprendre tout seuls. Voilà. Donc on essaie de leur apprendre et tout ça. Et ils voient ce qu'on fait et ils voient qu'à la fin de la démarche, on déconnecte. Voilà. Donc c'est des pratiques comme ça quotidiennes. Mais nous, la règle qu'on s'est donnée, c'est on n'écrit rien, on ne stocke pas. Oui. Et par contre, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on arrive à devenir aidant connect. Ça, ce serait vraiment cool, parce que ça nous protégerait, en fait. Ça nous protégerait, ça rendrait notre travail aussi plus lisible, et ça nous donnerait un statut, en fait, d'aidant connect. Tout le monde sait ce que c'est, aidant connect? Oui, ça va? Bon. Vous ne savez pas. Aidant connect, en fait, tu pourras en parler mieux que moi, mais c'est un dispositif qui est impulsé par l'État, hein. Et le but, c'est de donner un statut à les professionnels, pour l'instant les professionnels, peut-être un jour les bénévoles, les professionnels qui aident des gens. Et donc le principe, c'est je reçois une personne qui a besoin d'une aide, donc on va se connecter sur un site spécifique pour que cette personne me donne à moi l'autorisation de faire des démarches à sa place pendant une période donnée. Voilà. Et donc on signe chacun un papier, comme ça on se reconnaît. Et donc si une autre personne, un autre aidant, fait une démarche, elle va voir qu'il y a déjà quelqu'un. Comme ça évite aussi les doublons. Voilà. En gros, aidant connect. Alors pour l'instant, il est testé sur le Sicoval. Oui. Aidant connect est testé, alors pas qu'au Sicoval, hein, il y a 13 lieux en France qui le testent. Là, c'est la MDS de Castanet, donc la Maison des Solidarités de Castanet, dans le cadre d'un prototypage pour essayer d'améliorer encore Aidant connect. Dans le cadre du plan de relance, il y a 5 millions d'euros qui sont affectés à Aidant connect, pour booster encore un peu plus, avec l'idée de déployer en 2021, en effet sur les professionnels, puis peut-être à terme sur des aidants familiaux et autres, hein, qui pourraient être concernés aussi, mais pour sécuriser au maximum l'aidant et au maximum l'aider, parce qu'aujourd'hui on voit bien qu'il y a un sacré vide juridique, et la CNIL a quand même mis sur son site un petit kit à destination des travailleurs sociaux, avec plein d'informations très pratico-pratiques pour pouvoir se sécuriser dans les démarches quand on accompagne des personnes éloignées du numérique. Donc Aidant Connect, on espère tous qu'en 2021, tout le monde pourra en profiter, mais c'est vraiment un outil qui sécurisera et l'aidant et l'aider. Voilà, pour que vraiment il y ait un mandat de confiance quelque part qui soit signé entre l'aidant et l'aider. Alors l'objectif d'Aidant Connect, c'était aussi pour les aidants de pouvoir faire des démarches pour les personnes, même quand elles ne sont pas là. Parce que le problème, c'est que, je sais pas moi, une personne a besoin d'aller sur le site Amélie. Alors, est-ce que vous avez vos codes? Non, je ne sais même pas si j'ai déjà eu un code. Donc, je vais sur le site Amélie, je crée un compte pour la personne. Sauf qu'elle ne va pas avoir son code tout de suite. Elle l'aura dans une semaine, elle va le recevoir par courrier. C'est comme ça. Bon. Donc, il va falloir que la personne revienne, hein. Donc, tout ne se fait pas comme ça dans l'immédiateté. Et donc, des fois, on sait qu'il va falloir attendre 2 jours pour qu'un compte soit validé. Donc, c'est embêtant de faire revenir la personne tout de suite. Donc, on se dit, si seulement je pouvais faire les choses quand elle n'est pas là. Donc là, dans le cas d'Aidant Connect, on va pouvoir le faire. Mais moi, j'estime que c'est quand même un système qui a ses limites, parce que l'idée, c'est quand même de rendre les gens un peu autonomes. Parce que être dépendant à ce point pour des choses aussi importantes de sa vie, quand on est un adulte, c'est dur à encaisser, hein. Et donc, il y a des gens qui ne le vivent pas bien. Donc, ils viennent nous voir parce qu'ils n'ont pas le choix. L'idée, c'est qu'on puisse les rendre autonomes. Voilà. Donc, il faut faire attention avec ce truc, avec ce dispositif qui est très intéressant. Mais il ne faut pas non plus en abuser complètement, quoi. Voilà. Il y avait d'autres questions là qui sont sorties, des mains qui se sont levées à un moment. Oui. Alors, le fil, je ne sais pas s'il passe les mains. Je vais l'inventer. Je sais pas si du coup là on m'entend, mais bonjour. C'est pour la vidéo. Ouais, ok. Je m'assois là du coup. Merci beaucoup. En fait, moi je suis Léa Courtois, je travaille pour l'association We Take Care et du coup on travaille sur l'inclusion numérique depuis un petit moment maintenant.
Et on a accompagné pas mal de collectivités, pas mal de structures dans la mise en place de réseaux d'inclusion numérique. Du coup, je trouve ça trop intéressant d'avoir votre retour là aujourd'hui. Et moi, en fait, j'avais une question, parce que c'est un sujet que je traite avec nos partenaires au quotidien, qui est une fois qu'on a mis en place un réseau et que c'est un réseau qui fonctionne, c'est quoi les prochains enjeux? Là, vous parliez d'autonomiser les personnes, et c'est vrai que nous, c'est un sujet chez WeTakeCare qui nous tient beaucoup à cœur de mettre en autonomie, en tout cas de faciliter ça. Et notamment pour les personnes qui parfois se font aider ou qui sont en difficulté, mais en fait qui n'ont pas forcément envie de se former. Enfin, on sait que c'est un sujet, la motivation, la sensibilisation. Et du coup, je voulais juste avoir soit vos idées ou ce que vous avez vu, vous sur le terrain, ou comment vous pouvez travailler ensemble sur ce sujet-là. Voilà, une question un peu vaste, mais voilà, je trouve ça trop intéressant. Donc, merci beaucoup en tout cas pour votre retour. Alors, comment on fait pour donner envie aux gens de se former? Il y a des irréductibles gaulois hein, qui voudront jamais, jamais. Hein. Ça nous arrive évidemment d'en rencontrer. Il y a surtout des gens qui ont la trouille, hein, qui ont peur, qui ont honte. Enfin, pour certains, il faut s'imaginer que l'électronisme, c'est comparable à l'illettrisme. Donc, une fois qu'on s'est mis ça en tête, on comprend mieux que... Voilà. Donc, il y a des gens, sans leurs enfants, ils n'arrivent pas à faire les démarches. Donc, quand on est parent, être aidé par son enfant qui a 12 ans pour faire un truc aussi essentiel que faire son, je sais pas moi, son pointage à Pôle emploi, vous voyez, par exemple, c'est quand même un peu dur à avaler. Bon. Donc, je dirais, convaincre, ça passe par la confiance. Une fois qu'on a créé un lien avec la personne, qu'elle s'est rendue compte qu'on était bienveillant, qu'on ne la jugeait pas, et qu'on lui dit, vous savez, ici, il n'y a que des gens dans la même situation. Et de dire, même moi, avant de savoir, je ne savais pas. J'ai appris. Donc, il faut juste se dire, passer ce cap-là d'angoisse et d'un peu de honte. Voilà. Et du coup, encore une fois, la question de la convivialité, c'est vraiment important. C'est un endroit chaleureux, des gens gentils, pas dans le jugement. C'est aussi... Moi, je le vois quand ils se retrouvent en groupe, en collectif, parce qu'on a des petits ateliers, des ateliers de 5 personnes, hein, donc c'est pas non plus l'usine à ordi, quoi. Hein, c'est tranquillou. Le rythme est tranquille, c'est pas l'école non plus. Hein, c'est pas comme ils vont pas être notés, ils vont pas passer un test, voilà. Je sais qu'on fait exprès des pauses dans les ateliers, des pauses un peu longues, donc parce que déjà 1h30 sur un ordi, ça fait mal à la tête. Et puis surtout pour leur laisser l'occasion d'échanger, de parler entre eux. Et ils vont s'entraider. Et de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul dans la galère, ben finalement, ça aide et ça fait, petit à petit, ça fait avancer. Voilà. Juste, c'est des choses, ce que je dis, c'est des choses assez basiques, mais ça marche. Voilà. Et puis, avant ça, les convaincre d'y aller, c'est leur montrer tout le bénéfice qu'ils pourront retirer, d'apprendre. Alors c'est vrai que souvent... Il y en a qui nous disent, oui, mais si j'apprends, c'est très bien, mais après, je vais oublier parce que vu que je n'ai pas d'ordi chez moi, je ne vais pas pouvoir pratiquer. Donc déjà, on leur dit, avant d'avoir un ordinateur, vous pouvez venir ici parce qu'il y a des postes en accès libre dans notre association. Vous pouvez aller à tel endroit plus près de chez vous. Il y a des postes en accès libre. Vous pouvez aussi aller chez une voisine, chez la famille, voilà. Et puis sinon, peut-être un jour, vous pourrez en acheter un. Et donc, là, on leur explique qu'il y a des endroits où on peut acheter des ordinateurs moins chers, etc. Bon, on est dans une région, on a un conseil régional qui a attribué à tous les lycéens un ordinateur. On a de la chance, hein, c'est pas partout pareil. Donc voilà, ça aussi, il faut pas hésiter à leur dire que voilà, il y a des équipements. Et puis le téléphone, beaucoup de gens ne savent pas en fait, par exemple, qu'il y a l'espace personnel de Pôle emploi, on peut l'avoir sur son téléphone. Donc on va leur montrer aussi qu'il y a, et souvent les applis, c'est des versions très simplifiées en fait du site internet. Donc on ne peut pas tout faire, on est bien d'accord, hein, mais quand même ça aide. Voilà. Donc on rassure en parlant et en informant, on donne envie aux gens d'apprendre. Mais des fois on se plante, hein, ça c'est sûr. Hein. Puis des fois, il y a des personnes, ils ont des problèmes tellement considérables que le numérique, ça passe un peu derrière. Mais on a planté une petite graine et quand ça ira mieux, ils vont peut-être revenir vers nous. Voilà. En tout cas, je peux vous dire que nos ateliers, ils ne désemplissent pas. Mais encore une fois, ça fait 18 ans qu'on en fait. Donc il y a un sérieux bouche à oreille qui fonctionne autour de ça. Voilà. Oui ?
Romain Tribalage et 2 heures la mondiale. Là, c'est assez proche de la question précédente. Mais est-ce que la notion de parcours vers l'autonomisation, est-ce qu'on peut imaginer avoir différents parcours en fonction des publics qui amèneraient vers l'autonomisation? Et est-ce qu'on sait aujourd'hui construire ces parcours-là depuis la motivation initiale, une première sensibilisation, peut-être une première formation, ensuite un deuxième niveau, etc. etc. Est-ce que ça, c'est des choses qui sont assez établies et standards, ou est-ce qu'on est encore un peu à tâtonner ou à avoir des briques ici ou là, mais pas vraiment de l'ensemble? Ou est-ce que c'est complètement illusoire de s'imaginer qu'on aura un parcours aussi beau que ça vers l'autonomisation? Je crains que ce soit un petit peu illusoire parce que pour l'instant, je sais pas moi, si je prends l'exemple des les MSAP, les maisons de services au public, où il y a beaucoup de médiations numériques qui sont faites, chacune elle fonctionne un peu différemment, il n'y en a pas partout, c'est pour l'instant très installé dans le monde rural, ça devrait l'être dans les QPV mais pas encore, enfin voilà. Non mais il faut quand même se rappeler que cette vague, cette submersion numérique est quand même assez récente. Donc il faut du temps pour que les acteurs sur le territoire ils se mettent en mouvement dans le sens qui va bien. Donc sur chaque secteur, c'est un peu différent. S'il y a un endroit où il y a plein d'acteurs qui font plein de choses en complémentarité les uns des autres, en fait, notre petit bonhomme qui découvre, il va aller peut-être dans plusieurs endroits. Mais à Lézignan, il va aller à la MJC. Et puis il va rester à la MJC, parce que de toute façon, il y a Lézignan, il n'y a que la MJC. Mais à la MJC, il y a des ateliers numériques, il y a des acteurs sociaux qui aident pour toutes les démarches, puis il y a un espace de coworking, il y a de l'accès libre, il y a tout dans le même endroit. Donc là, le parcours, ça va être dans la MJC. Voilà. Et après, sur les étapes à suivre, si c'est ça aussi que vous parlez en termes de parcours, ça va dépendre beaucoup des gens. Parce qu'il y a des personnes que ça va mettre longtemps. Il y a des personnes qui vont embrayer très très rapidement. Donc non, il n'y a rien de modélisé pour le moment. Après, nous, à force de fréquenter du public, oui, on entrevoit, mais c'est quand même, ça dépend beaucoup des gens. Et puis, je ne vous ai même pas parlé de ceux qui ne maîtrisent pas le français. Parce qu'on pourra en parler aussi. Ou qui le maîtrisent un petit peu. Mais alors eux, si vous voulez, il y a en plus de la difficulté numérique, il y a le français. Donc d'ailleurs, on a été amené à l'association à faire un test. On a élaboré avec une formatrice FLE, français langue étrangère, pardon, un test pour voir si la personne, elle serait capable de suivre ou pas nos cours. Parce qu'il y a un moment, on ne va pas mettre les gens en face, en difficulté à nouveau. Ça va, c'est bon, quoi. Bon, on donne des cours de FLE à l'association. Donc du coup, on leur dit, bon, là, ça va être un peu tôt pour les cours d'informatique. Vous venez apprendre le français, puis après, vous pourrez revenir dans les cours d'informatique. Voilà. Bon, je n'ai pas très bien répondu à la question, mais il faut qu'on arrête. J'ai une dernière question sur le site donc en live, qui te demande où est-ce qu'on peut trouver la présentation, et du coup, ce sera la dernière question. Le kit ? Ouais. Le kit. Donc le kit, il sera en ligne sur le site de Rhinoc. Pour le moment, il n'y est pas encore. Mais si vous envoyez un email, on peut vous l'envoyer, il n'y a pas de souci. Alors l'adresse, bien sûr, je vais vous donner la mienne, comme ça ira plus vite, parce que celle de Colline, je ne m'en rappelle plus. Non, je vais vous donner celle de Gladys quand même. Voilà. Sinon, je ne vais pas réussir à gérer. Donc je pense que c'est Gladys, GWLADYS, Gladys. Point Valar, attendez, je ne vais pas vous dire de bêtises. Ça fait pas très pro. Si. Donc Gladys, GWLADYS, point Valar, VA2LART, comme Théodule, arrobase, col, CO2L, du 6, in.org. gladys.valar@col-in.org. Voilà. Donc Gladys qui aurait dû être avec moi cet après-midi, mais qui est partie pour former des médiateurs dans l'Aveyron. Vous voyez, donc on sort même de notre territoire de hub, on va un peu partout parce qu'il y a des besoins vraiment partout. Voilà. Alors désolée, s'il y avait des questions, on peut se voir, je ne veux pas partir en courant.
Et puis, merci beaucoup pour votre attention et d'être venu à cette petite conférence. Merci.